Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin dans la matinale, invité politique, est Michael Cosson. Il est député de la première circonscription des Côtes-d'Armor et il est avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va parler ce matin d'un sujet qui n'est pas simple, que vous avez dû traiter lorsque vous étiez maire d'Illion dans les Côtes-d'Armor. Alors je dis dans les Côtes-d'Armor parce que nos auditeurs nous écoutent loin. C'est ce sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, des algues vertes. Alors, on vous a vu vous exprimer ces temps derniers dans la presse avec une forme de coup de colère. Vous allez nous expliquer pourquoi. Même si ça va un petit peu mieux sur le sujet, s'il y a un petit peu moins d'algues vertes, ça reste quand même à parfaire. Oui, et puis alors, je voulais d'abord préciser que effectivement, maire d'Illion depuis 2014, je me suis penché sur le problème des algues vertes, problème dont je continue à me pencher, parce que vous imaginez bien que je ne vais pas m'arrêter parce que je suis devenu député, je vais plutôt au contraire renforcer et appuyer où est-ce que ça fait mal. Et effectivement, le problème des algues vertes est un problème récurrent, alors pas depuis 2014 ou depuis 2000, le sujet dont se sont emparés les médias, mais bien depuis fin des années 60. Et c'est vrai que pendant plusieurs décennies, on a laissé seules les collectivités avec le problème, voire même seules les communes à un moment avec ce problème sans pouvoir l'enrayer. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où l'État a été condamné qu'effectivement on en a davantage entendu parler. Et le problème persiste, le problème perdure, et l'idée c'est bien entendu d'apporter des solutions. Et c'était pas un coup de colère, c'était juste remettre l'église au milieu du village. On voit que les algues vertes, on va en parler, hein, ça va un petit peu mieux, mais on voit que c'est encore le sujet de préoccupation. Oui. Moi, ça va un peu mieux, oui, mais ça va pas suffisamment bien pour qu'on ne ferme pas nos plages. Et moi, ma volonté première, c'est éviter justement des fermetures de plages. Ne pas considérer, comme ça a été le cas à un moment donné, que fermer une plage était suffisant pour qu'on puisse se dire que nous allions mettre des pansements sur un problème qui est récurrent. Et moi, ma volonté, c'est vraiment d'apporter des solutions, de la connaissance aussi, puisque derrière, on a souvent des scientifiques à la retraite qui nous rapportent leur idée, mais plutôt leur idéologie. Et moi, la volonté, c'est bien entendu qu'on apporte des solutions concrètes pour justement que le ramassage se fasse avant échouage, pour justement qu'on aborde des solutions en amont, bien entendu, avec l'accompagnement nécessaire, évidemment. Et c'est tout cela, en fait, qu'il faut mettre en musique. Et moi, je suis pas le partisan de celui qui considère que opposer les gens va permettre de résoudre une situation. Ça va plutôt enfoncer des plaies, et mettre au pilori, en plus, des élus, alors qu'on n'arrête pas de nous dire les élus sont harcelés. Mais quand vous êtes harcelé par le 7e art, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, le 7e art s'est emparé du sujet des algues vertes et vous êtes, là pour le coup, vous étiez en colère quand même, je pense qu'on peut le dire, enfin, vous allez pouvoir nous le préciser, par rapport au film Algues vertes de Pierre Jolivet, inspiré par le roman graphique d'Inès Léraud, Algues vertes également, L'enquête interdite. Vous avez été passablement irrité par l'image qu'on donne de vous dans le film. Vous vous appelez Erwan dans le film, hein, je crois, vous allez me confirmer. Oui. Je m'appelais Erwan, j'étais ami avec le diacre de l'époque, ce qui n'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, effectivement, moi, ma volonté première, c'était ce que j'ai déjà fait en fait dans le cadre de la BD. Alors, Inès Léraud avait eu l'attitude honnête de pouvoir faire un démenti à la fin de sa BD, ce qui n'a pas été le cas pour Monsieur Jolivet, qui non seulement n'a pas trouvé opportun de rencontrer le maire que j'étais, et surtout n'a pas non plus trouvé opportun de remercier l'accord que je lui avais accordé, seul maire, à permettre de pouvoir tourner sur la commune. Et j'ai pris pour preuve que quand on regarde les témoignages qui ont inspiré la BD, celui qui connaît un petit peu le local comprend tout à fait les intérêts de certains qui ne sont pas forcément en lien avec les algues vertes.
Voilà, donc on peut dire que oui, il y a des intérêts qui sont défendus à travers ce film. C'est important ce que vous dites quand même. En fait, oui, il y a des combats sous-jacents qui peuvent être l'occasion pour certains de se venger. Combat politique. Combat politique, politicien plutôt, je dirais, parce que moi je fais de la politique pour occuper de la population, d'autres pour occuper un poste, c'est pas le même métier. Moi, ma volonté, c'est évidemment de pouvoir enrayer le problème. Et pour cela, c'est éviter d'avoir des échouages et surtout d'avoir des victimes. Et ma volonté, effectivement, première, c'est pas de se nourrir de tout cela pour pouvoir entretenir son quotidien, c'est bien entendu d'enrayer le problème et de mettre les gens autour de la table pour que ça puisse se faire. On a vu beaucoup les agriculteurs montrés du doigt dans cette affaire. Ici, oui. Ce sont des terres agricoles en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor en particulier. Je l'ai demandé à plusieurs de nos intervenants ici dans la matinale. Est-ce qu'il faut changer le modèle agricole? Est-ce qu'il faut le faire évoluer pour aller vers moins de pesticides, plus de raison quelque part? On connaît un petit peu les origines. Et effectivement, accompagner... Alors le changer, c'est bien depuis sa fenêtre ou de son écran. L'accompagner, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et c'est pour cela, en fait, qu'il faut l'accompagner, que ce soit d'ordre financier, administratif, mais aussi technique. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience dans notre région depuis 2 décennies pour pouvoir améliorer l'impact environnemental de cette activité, ce qui justement permet d'avoir des échouages moins massifs, pas suffisants encore pour qu'on puisse ne pas avoir d'échouages. Parce que je vous rappelle que selon les laboratoires, pour que nous n'ayons plus d'algues vertes, il faudrait qu'on atteigne les 10 mg. On est passé de plus de 50 à environ 30, mais il y a encore un palier à franchir. Et pour moi, en fait, c'est bien en accompagnement. Puis, vous savez, c'est pas les intervenants du spectacle ou comment dire, des associations qui vont s'emparer des exploitations. C'est bien les agriculteurs et nos générations à venir et actuelles qui vont permettre de pouvoir apporter des solutions et de par leurs pratiques. Et c'est déjà le cas. Je prends un exemple, la commune d'Illion, stigmatisée pour ses algues vertes, c'est la seule commune labellisée, label bio, avec justement une part importante de bio. Ce qui n'empêche pas que le conventionnel, c'est pas pour ça qu'on a des agriculteurs qui sont pas engagés, avec justement certains qui pratiquent justement les zéro pesticides, parce que le bio, vous savez, il y a aussi des pesticides qui peuvent être utilisés, qui sont pas forcément bons pour la santé, mais qui permettent de pouvoir disposer du label bio. Donc pour moi, c'est un ensemble de se dire, j'ai une activité, comment je la rends pérenne? Je la rendrai pérenne parce que je vais pouvoir en vivre financièrement, mais aussi parce que derrière, mon impact environnemental se rapproche de zéro. Le politique que vous êtes aujourd'hui, député, vous l'avez souligné, Michael Cosson. Et conseiller municipal d'Illion. Et conseiller municipal d'Illion, voilà. On n'est pas totalement hors sol. Voilà, vous avez gardé le pied local, si j'ose dire. Exactement. Primordial. Comment vous pouvez agir à un niveau un peu supérieur, justement pour s'emparer du problème, pour aussi légiférer, pour peut-être mettre des règles, pour peut-être aussi poser le dossier, auditionner, écouter les intervenants, les différents interlocuteurs. Voilà. Moi, ce que j'ai essayé depuis le levier, et ce qui avait valu une intervention il y a maintenant un peu moins d'1 an, c'était justement, de par ma position à la Commission développement durable et aménagement du territoire, c'est de pouvoir aborder ce sujet, non pas pour faire remonter les problèmes, parce que ça, il y en a qui savent le faire. Moi, c'est juste y apporter des solutions et s'y pencher. Alors, ça passe par les plans de lutte contre les algues vertes, ça passe par l'innovation en matière de ramassage, et ça passe aussi par lever des barrières auxquelles on est souvent confronté. Et c'est des rencontres avec les différents ministres en charge de ce dossier, y compris Outre-mer, parce que moi, je fais le lien avec les sargasses. C'est une pollution littorale dont nous subissons à différents endroits. Elle est différente, mais elle reste une pollution littorale. Et il faut y trouver les causes, y apporter des solutions. Et donc, c'est sensibiliser le ministre des Outre-mer, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est sensible pour dire que là, il faut trouver des solutions de ramassage, faire en sorte que ce qui provient en amont, il faut y trouver des solutions. Vous savez, les algues vertes, aujourd'hui, bien que la baie de Saint-Brieuc soit connue pour cela, il y a plein d'autres littoraux qui, aujourd'hui, recueillent les algues vertes et qui n'ont pas eu le problème agricole.
Et plus largement, la question se pose du changement climatique Exactement. qui va amplifier le problème. Voilà, c'est pour ça que quand je dis il faut mettre les scientifiques autour de la table, il faut avoir des données justes avec des gens qui sont impartiaux et qui sont là pour apporter des solutions. On a des chercheurs qui sont aussi capables de trouver. Et moi, c'est un peu ça que je veux. Nous avons effectivement peut-être des phénomènes climatologiques. On le sait déjà par la météo, parce d'une saison à l'autre, ça peut varier. Si on a un hiver froid et puis beaucoup de vent, du coup, ça dissipe les algues et empêche leur prolifération. Et du coup, on aura un stock moindre à s'échouer à l'été. Et ça passe aussi, bien entendu, par les techniques de ramassage. Ça passe aussi par étudier de quoi est constitué le fond de la baie. Oui, c'est un exemple, mais il n'y a encore jamais eu un carottage de réaliser. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse nous déterminer l'ensablement que connaît la baie, il est composé de quoi ? Aujourd'hui, personne n'est incapable de le faire. Il ne faudrait pas que le fond de baie soit la source d'alimentation des algues. Il ne faudrait pas non plus que derrière, on puisse négliger le problème qu'on peut avoir lorsqu'on est une commune littorale. C'est-à-dire que régulièrement, en été, vous êtes amené à fermer vos plages parce que vous avez des débordements de stations d'épuration. Et ces débordements de stations d'épuration qui sont, quand ça déborde, des excréments humains, sont aussi une bonne source d'alimentation pour les algues vertes. Il faut revoir aussi, justement, tout cela, tout ce cette système. connaissance. Oui, moi je suis assez partisan de mettre les choses sur la table. En 2021, face à ce problème récurrent que je voyais s'amplifier l'été avec ces fermetures de plage, parce que pour votre rappel, on ferme une plage en été, on ne les ferme pas en hiver, parce qu'on ne va pas s'y baigner. Alors du coup, moi j'ai demandé à ce qu'on puisse analyser tout au long d'une année. Et on a pu se rendre compte ainsi que tout au long d'une année, en fait, nos plages, on serait amené à les fermer à peu près 3/4 de l'année. Mais pas pour justement d'une traite qui arrive, non, c'est pour justement ces débordements de stations d'épuration. Donc il faut mettre les choses sur la table, il faut les assumer, et ensuite vraiment avoir ces analyses fines qui puissent nous dire travaillons là-dessus pour diminuer, et puis en attendant, arrêtons de faire croire aux gens depuis longtemps que la solution de ramassage en mer, c'est pas une solution. Parce que moi, m'expliquer que derrière on les ramasse quand elles ont proliféré x10, c'est plus utile. Surtout quand on peut ramasser que sur 5%, parce que du coup, les engins ne peuvent aller que sur des zones bien meubles, mais pas sur des vasières et autres. Et c'est celle qui pose souci. Saint-Guimont, aujourd'hui, lorsque les taux de H2S dépassent, c'est pas parce que derrière, vous avez du sable blanc, c'est bien parce que vous avez une vasière sur laquelle viennent s'échouer les algues vertes et qu'on peut pas ramasser. Alors, les algues vertes, ce dossier, il est récurrent, on le disait en commençant, Michael Cosson. On a l'impression qu'il y a une grande difficulté de dialogue entre alors les agriculteurs. Il ne s'agit pas de les pointer du doigt, il y a bien d'autres phénomènes, bien d'autres facteurs, vous les avez énumérés pour quelques-uns d'entre eux. On a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue entre les différents acteurs, et puis encore moins entre les défenseurs de l'environnement et les élus. L'élu que vous avez été, vous avez été chahuté, on parlait des élus qui sont chahutés parfois. Si vous voulez, moi, le dialogue, il existe. Le dialogue, il existe, et puis d'ailleurs, c'est ça qui en fait la particularité en Bretagne, puisque je vous parlais dans d'autres régions, je peux vous dire que derrière, l'impact environnemental, il est bien plus conséquent, sauf qu'il est bien moins visible, et encore plus sournois. Et ici, en fait, il y a quand même eu la capacité de réunir des acteurs, des collectivités, des agriculteurs, la Chambre d'agriculture, le département, la région, les représentants de l'État, des associations, peut-être moins virulentes, mais qui justement sont là pour apporter des solutions, je pense aux rivières et autres. Et derrière, on arrive à avoir ce consortium, en fait, entre des gens qui mènent des actions. Des techniciens. Par contre, en fait, c'est vrai qu'il y a un aura moins fort qu'une minorité vis-à-vis des médias. Mais c'est le problème pour plein d'autres domaines. Et ça, c'est le fait que à partir d'un certain nombre de personnes, on arrive à avoir un aura plus important, à faire croire qu'il y a de l'omerta. Moi, je peux vous dire que l'omerta, je l'ai subi avec les associations et les élus locaux en place depuis de nombreuses années qui refusaient qu'on puisse aborder le sujet de ramassage. Oui, donc selon où on se positionne, il y a de l'omerta partout. Voilà. Vous avez voulu ouvrir, vous avez voulu mettre les choses sur la table et arrêter de prendre les gens pour des dupes, quoi. Comment vous expliquez... Pour dire un autre mot. On le dira pas à l'antenne. Comment vous expliquez que vous avez été attaqué comme ça, alors que vous avez joué la carte de la transparence?
Je pense qu'il y a eu des problèmes d'interprétation. Il y a aussi des gens qui avaient des responsabilités qui les ont pas prises. Pour dire clairement, hein. Lorsque vous êtes maire et que vous êtes appelé un soir pour justement aller sur un lieu où il y a une personne qui est décédée, il faut aussi rétablir la chose. C'est pas le maire qui va diligenter l'enquête. Non, en général, c'est la gendarmerie. Hein. Il y a des gens, surtout lorsque les gendarmes sont sur place, que vous avez un médecin, que vous avez les pompiers. Faut pas croire que le maire prend le commandement des opérations. Bon, c'est ce qu'on a voulu laisser croire dans ce film. Moi, ce que je l'ai dit déjà dans les médias il y a plusieurs reprises, et déjà il y a 5 ans. Vous en aviez parlé ici d'ailleurs. Avec du recul. Je crois que ce sont le procureur qui, à l'époque, n'a pas pris ses responsabilités ou trop tardivement, et qui a pu se défausser ainsi sur la famille ou sur le maire. Et c'est ça que moi, je condamne. Et dans le film, en fait, finalement, on a l'impression que c'est plutôt le maire qui a décidé d'étouffer l'affaire, parce qu'il se trouvait que j'étais effectivement vice-président du tourisme. Mais si vous pensez que derrière, je suis rémunéré au nombre de touristes à venir, moi, ma volonté, c'est avant tout de protéger la famille, et pas de pouvoir faire en sorte qu'on n'ayons plus de touristes. Plus de touristes, ça va pas me rendre plus heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est quand il n'y a pas de victimes. Ça vous a blessé, ce traitement qu'on vous a fait subir? Ouais. Oui, parce que du coup, c'est du lynchage. Ça s'appelle tout simplement, pour défendre une idéologie, de faire des victimes. Et ouais, ça m'a blessé. Mais maintenant, c'est pas la même chose que comment dire, pour la famille qui a perdu un proche. On va parler un peu de politique aussi, parce que vous êtes là pour ça aussi. Alors là, c'est de la politique environnementale. Aujourd'hui, on a une France très, on va dire, très fracturée. On le dit souvent, c'est le mot employé. On a des extrêmes qui se sont de plus en plus présents. Voilà, alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est quelque chose, à quelques mois des élections européennes maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge, ce retour des extrêmes sur l'avant de la scène politique? Oui, parce qu'on sait que les extrêmes, ça ne nous a jamais amené vers quelque chose d'heureux. Et moi, c'est plutôt inquiétant. Et lorsque vous êtes pris à partir entre les extrêmes gauche et les extrêmes droite, c'est vrai que du coup, vous allez être pris pour cible. Et ça, c'est compliqué parce qu'on joue sur le populisme, on joue sur, on fait dire ou penser des choses aux gens, en faisant penser que derrière il y a un système qui profite de vous, alors que si vous votez pour nous, vous allez voir, on va vous rendre plus heureux, alors qu'on sait très bien vers quoi ça nous amène en général. Extrême droite ou extrême gauche. D'autres veulent le chaos, d'autres sont là pour justement arriver au pouvoir et fermer les frontières. Et le juste milieu, en plus, est devenu aujourd'hui quelque chose de dangereux. Et moi, ce qui me rend inquiet, c'est de faire penser aux gens que ces extrêmes sont les personnes vers lesquelles il faut se tourner. Et pourtant, on voit que beaucoup de gens manifestent, beaucoup de Français, beaucoup de Bretons, même d'ailleurs, la Bretagne était un petit peu épargnée de ce point de vue-là, se tournent vers les extrêmes alors qu'on voit l'inflation qui galope, que l'on voit cette arrivée des migrants aussi qui inquiète, qui fait peur en quelque sorte. Est-ce que l'élu que vous êtes, là aussi, est obligé de prendre son bâton de pèlerin et de porter la bonne parole, si j'ose dire, pour essayer de rassurer? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on subit depuis plusieurs années. Ça a commencé par le Covid, après cette crise en Ukraine, et tout ceci amène des difficultés supplémentaires. On a des difficultés déjà en plus sur le domaine de la santé, des gens qui se sentent de plus en plus abandonnés, isolés, et tout ceci, en fait, c'est un petit peu le terroir pour les extrêmes. Et les gens, effectivement, connaissent des situations peut-être compliquées, puis on a l'impression que derrière, l'État ne fait rien. Et en plus, quand c'est colporté à outrance par tous les réseaux qu'on peut connaître, qu'ils soient d'ordre télévisuel ou sur les sociaux, et à tour de bras, nous avons des invités qui proviennent de ces extrêmes qui sont là pour donner la bonne parole. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes français, vous écoutez ce qu'on vous laisse entendre et vous avez aussi l'impression de vous faire avoir. Alors soit vous décidez de vous détourner d'aller voter, et plus il y a finalement d'abstention, plus c'est l'occasion pour les extrêmes d'avoir des plus gros scores, parce qu'eux, ils ont leur base.
Mhm. On voit les jeunes qui se tournent beaucoup vers LFI ou vers le RN. Est-ce que la bataille des jeunes est perdue pour les partis traditionnels ou les mouvements traditionnels ? Elle sera perdue s'ils ne changent pas leur manière de faire. Et moi, c'est ce que d'ailleurs, lors d'une entrevue avec Elisabeth Borne, j'avais l'occasion de lui dire. Moi, il y a une chose qui me surprend. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les mêmes modes de diffusion lorsqu'on diffuse de l'information. C'est-à-dire quelque part les journaux, support que les jeunes vont très peu lire. Et par contre, la désinformation qui va leur arriver, elle va venir des réseaux et eux, ils vont la répercuter, ils vont la diffuser. Et moi, j'ai envie de dire que c'est aussi aux personnes responsables du pouvoir utiliser d'autres modes de diffusion avec de l'information. Il faut aller sur Twitch finalement, quelque part, c'est ça. Les plateformes. Il faut aller vers les supports qu'ils utilisent et pas subir. Et continuer à travailler avec. Alors, il faut continuer à le faire, parce que l'idée, c'est pas que les journaux disparaissent, parce qu'il faut parler à toute la population. Mais il faut utiliser tous les réseaux qu'utilise la population, et pas se limiter à que certains. Voilà, puis vérifier l'information, c'est important aujourd'hui. Oui, et voir condamner la désinformation. Parce que, il va y avoir une loi sur le numérique qui va sortir. Et aujourd'hui, tout ce qui est désinformation, tout ce qui est vente de produits qui sont de la contrefaçon, c'est très peu condamné. On l'a vu avec les influenceurs, ça commence à bouger un petit peu. À bouger un petit peu, comme vous dites, à bouger un tout petit peu. Mais par contre, en fait, pendant ce temps-là, vous avez des drames de famille qui peuvent avoir lieu avec du harcèlement sur les réseaux sociaux, des émeutes comme on a pu connaître qui ont une fonction virale très forte. 2005, on parlait des émeutes de 2005. Il y a une chose entre 2005 et 2023, le smartphone n'existait pas. Et donc, toutes ces applications n'existaient pas. Et aujourd'hui, on doit pouvoir condamner celui qui filme autant que celui qui allume la mèche, quoi. Parce qu'il est encore plus dangereux. Parce qu'il va diffuser une information qui va donner ensuite à d'autres de vouloir faire la même chose. Et c'est comme ça que c'est ce qui s'est passé au mois de mars. C'était vraiment cela. On a très vite connu des dégâts bien plus importants parce que derrière, on ne maîtrisait plus cet outil. Et pour moi, il faut retourner à considérer que cet outil, c'est une arme. Dès lors qu'on l'utilise à des fins pour mettre le chaos, pour faire de la désinformation ou pour harceler des jeunes comme on peut connaître qui malheureusement ensuite arrivent à des drames. Et pour moi, vous voyez ce qui s'est passé, j'étais en réunion de groupe mardi et j'expliquais ce point de vue en disant que utiliser les réseaux sociaux à des fins de ce type était autant condamnable que celui qui allait le commettre. Et aujourd'hui, l'après-midi, il y avait donc cette altercation d'un jeune dans son collège qui justement qui a été arrêté par la police. Et moi, je trouve ça bien parce que derrière, alors, ce qui est marrant, c'est que les mêmes parents d'élèves qui étaient en train de se choquer du fait qu'on était venu arrêter un jeune dans une école, auraient été les mêmes qui, si la jeune fille était morte, a dit mais que fait l'État ? Et je crois qu'à un moment, c'est de se dire que il y a des jeunes, ils ont des armes entre les mains, c'est un smartphone, et dès lors qu'ils l'utilisent pour créer le mal, ils sont aussi dangereux que quelqu'un qui va prendre en otage une classe. Il faut de la fermeté, un retour de la fermeté, et ce sera ma dernière question. Il faut, en tous les cas, condamner ce qui peut être nuisible. Donc, condamnation, éducation aussi, quelque part. Prévention, bien entendu. Prévention. Oui, il ne s'agit pas faire que d'un État répressif. Mais lorsque c'est vraiment nuisible, oui, il faut bien entendu punir à la hauteur de l'acte commis et pas négliger et laisser commettre des actes comme ça impunément. Rendez-vous compte que pendant des années, c'était le harcelé qui quittait son établissement et le harceleur qui pouvait prendre une autre victime à la place. Changement aussi de politique, là on l'a vu avec le ministre de l'Éducation qui a introduit justement cette notion de fermeté. Ouais, c'est tout ce que les gens attendent. C'est pas normal que nos enfants qu'on confie à l'éducation nationale toute la journée puissent se retrouver dans des lieux où ils peuvent être en danger. Ils sont là pour apprendre, pas pour se faire, harceler. Donc... voilà, de la fermeté. L'école, c'est pas un lieu clos, c'est un lieu ouvert et il ne s'agit pas de faire en sorte que ça devienne une prison pour certains jusqu'à ce qu'ils en passent à l'acte.
Michael Cosson, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor et conseiller municipal d'Illion après en avoir conseiller été... d'agglomération Et conseiller d'agglomération même, j'allais dire... Attaché à son territoire. Voilà, attaché à son territoire après avoir été maire d'Illion. Merci infiniment d'avoir été avec nous au micro de la matinale de Bretagne 5 ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.